Bonjour à tous, c'est ici PGM pour une autre partie de StarCraft, mais encore une fois pas n'importe laquelle. C'est la 5e partie du Rogue Tournament de Asus en 2012, mais c'était l'hiver, alors ce n'est pas le tournoi de Rogue le plus récent, mais quand même j'ai réussi à mettre ma main là-dessus, et plus la 5e game. Alors là, à la fin de la dernière partie, j'étais un petit peu confus, alors je suis allé me renseigner par rapport à ça, et je m'excuse à tout le monde, j'ai fait une erreur. Oh, soit dit en passant, je vais vous ouvrir la production ici pour que vous puissiez garder un œil sur tout ce qui se fait produire, et en même temps, tenez, hop là, mauvais piton. C'est plutôt, et voilà, les noms des joueurs en haut ici. Alors vous pouvez vous souvenir pendant que je parle qui c'est qui est en train de jouer contre qui. Mais enfin bref, alors moi je continue. Oui, c'est ça, je vous disais que j'ai complètement échoué. Ce que je veux dire par là, c'est que je vous ai dit que c'était un best of 5. Et apparemment que je m'étais mal renseigné. Je suis retourné checker sur le site et c'est pas nécessairement que je m'étais mal renseigné, mais j'avais mal regardé. J'ai regardé un petit peu trop vite, j'ai vu Best of 5. L'affaire c'est qu'avec finale à côté, l'affaire c'est qu'avant le mot final, il y avait semi. Alors les semi-finales étaient en Best of 5, et ce n'est pas ce que je vous présente, moi c'est les finales totales du tournoi. Et les finales, elles, étaient en Best of 7. Alors cette game, en fait, normalement cette game, c'est... Et là l'affaire c'est que ça n'arrivera probablement pas. C'est plate un petit peu, j'ai un petit peu gâché le punch en disant ça. Mais si vous avez bien compris, dans les autres games, je vous disais que il y avait simplement que j'avais 5 games en fait. Et là, Stefano en a gagné une, TSL en a gagné 3. Alors il est grandement en avantage ici. Alors ce serait vraiment Stefano qu'il faudrait qu'il gagne ce game-là. Sinon Plot gagnerait simplement. Alors il aurait gagné. Mais n'empêche, il faut pas oublier que c'est un match de tournoi. Le pot est de 2000 $. Pardon, wow, c'est pas un petit tournoi amateur, pas 2000 $. Je voulais dire 20 000 $. Alors il y a 20 000 $ en jeu, et là je vous explique un peu comment l'argent est séparé. C'est pas le premier joueur qui va gagner 20 000 $, et puis tout le reste des joueurs mangent de la chenoute comme on dit. Le premier joueur va gagner, je crois que c'était 10 000 $, donc il gagne la moitié. Et puis ensuite le deuxième va en gagner un petit peu moins, et le troisième un petit peu moins, et ainsi de suite. Alors je pense que même si, peu importe comment vous vous classez dans ce tournoi-là, où c'est que vous êtes rendu, lorsque vous êtes rendu en finale, dans ce tournoi-là, vous pouvez simplement... vous êtes sûr de sortir de là avec au moins 6 000 $. Le reste de l'argent est séparé aux autres joueurs. En fait, au 3e et au 4e. Vous voyez, c'est ça que je vous comptais, là. Donc, dans le fond, même s'il a déplacé beaucoup de drones pour venir dealer avec le petit bunker, c'est pas nécessairement tant une perte de temps que ça, parce que ensuite il devait les transférer ici d'une façon ou d'une autre. Alors si vous vous demandez exactement pourquoi les Zerg transfèrent des drones, et pourquoi que les Terran aussi transfèrent des drones lorsqu'ils font un expand, c'est simplement pour que lorsqu'ils continuent à produire des unités ici, des drones, ils aillent simplement à s'en venir jusqu'ici au lieu de descendre jusqu'en bas ici. Alors ça veut pas dire que ça va faire nécessairement une grande différence, mais c'est une habitude à prendre, et puis c'est comme ça que les choses se passent, comme on dit. Oh oui! Alors là, si on regarde un petit peu la production, je suis un petit peu curieux de savoir vers où c'est que cette game-là s'en va. Quoique, je sais même pas si je devrais le demander, parce que... là, oui, il a fait un changement pour de vrai. Si vous remarquez, il a le Metabolic Boost en chemin, et... il a donc aucun gaz, alors il a attendu d'avoir exactement 100 gaz. Il a enlevé tous ses drones de là. Et là, ça veut dire une chose, ça veut dire que Stefano va peut-être bien vouloir faire du early attack avec un gros paquet de Zerglings. Essayer de faire autant de dégâts qu'il le peut. Oh, un petit cadavre de Zergling ici qui vient de se faire tuer par un de ses coupables. Et c'est lui le coupable, un meurtrier. Il a tué un petit Zerg. On n'a aucune idée en fait, oui, je pense certain que c'est un Zergling. J'allais dire, on n'a aucune idée de c'est quoi, mais je pense qu'à ce stade-là du jeu, ça doit pas être un Ultralisk. Un vrai héros submarine, s'il viendrait tuer un Ultralisk. Et encore, on l'a vu aller pour 6 Hellion dans les dernières games, il va encore pour 6 Hellion. Lâche pas, Plot. Lorsqu'on voit que quelque chose fonctionne bien, on le fait. Surtout lorsqu'on sait qu'on joue contre Stefano. Stefano étant, moi je le reconnais en fait comme étant un joueur qui
a pas tendance à changer ses builds trop tôt, même en tournoi. Alors je dis ça parce que on a vu un tournoi en fait aussi qu'il se retrouvait contre il se retrouvait contre un Protoss player, MC. Et puis MC... Oh, il va peut-être bien avoir le surround. Et non, les Zerglings se sont juste fait roaster complètement. Ils fondent, ils sont grillés, des petits cadavres de Zerglings grillés. Ça doit pas trop sentir bon. Et voilà, les 6 sont là. Et il a arrêté la production exactement comme que je disais. Et qu'est-ce que c'est? Une baraque. Ok, j'aurais... Je pensais que je pensais qu'il aurait peut-être bien été pour de l'aérien. Un peu comme dans la game que je me suis fait démolir sur internet, si vous vous souvenez. Si vous avez regardé en fait. Dans mon Ladder Anxiety, il y a un Terran player. J'ai essayé d'y aller pour le build de Stefano, c'est-à-dire un paquet de Zerglings. Et là, malheureusement, il n'a pas réussi à faire le push. Stefano n'a pas réussi à faire le push qu'il voulait avec ses Zerglings. Donc, il a été chercher le Zergling Speed beaucoup plus rapidement que dans les autres parties, si vous remarquez bien. C'est pour ça, en fait, qu'il avait enlevé ses petits drones de sur le gaz alors qu'il était rendu à 100. Et ensuite, il a fait son upgrade. C'est une question d'avoir beaucoup plus de minéraux plus rapidement. Et ça, j'adore ça ici. Regardez ça, c'est un autre joueur Zerg qui m'a appris à faire ça, nommé Violet. Et Violet m'a montré comment me waller in en tant que Zerg. Alors pourquoi vous pensez qu'il s'avance comme ça? C'est très simple en fait. C'est que des Hellions ici, ça ne fait aucun... Ça mange aucun dégât de la part des Hellions. Bon, ok, je recommence. Le Spinecrawler ne mange aucun dégât de la part des Hellions. Les Hellions sont capables de faire absolument rien au Spinecrawler. Et là, un gros push de Marine qui s'en vient par ici, qui va s'en venir aussi avec les Medivac. Il va peut-être bien essayer de faire de la double pressure. Peut-être bien que... Oui, je crois savoir qu'est-ce qu'il veut faire. Il veut embarquer peut-être bien les Hellions à l'intérieur des Medivac. En fait, j'aimerais ça, un Hellion drop. Et non, c'est peut-être pas ça. C'est pas grave, je vois un petit peu trop loin, mais j'aimerais ça. Et malheureusement pour Plot, Stefano était prêt, il a déjà des Baneling et le premier Spinecrawler va peut-être bien tomber. Non, même pas. Les Zerglings essayent d'avoir le surround, mais lorsque tu te fais répondre avec des coups de flamme, c'est pas tout à fait ce que tu désires. Et il avait même le Stimpack. Le Stimpack fait beaucoup de dégâts. Et regardez-moi ça, toutes les unités ici sont quand même assez endommagés. Stefano a essayé de faire peur un petit peu aux Terran Player avec ses Baneling, mais ça n'a pas fonctionné. Alors là, il n'y a plus de défense dans le coin. Les Zerglings essayent d'avoir le surround complet, mais les Baneling n'ont pas attaqué les Marines. Ils ont plutôt décidé d'attaquer ils ont plutôt décidé d'attaquer le mécanique qui était les Hellions. Et puis les Hellions ne se mangent pas nécessairement beaucoup de dégâts par les Baneling. Mais en même temps, ça a quand même fonctionné. Mais c'est pas ça qu'il fallait. Il fallait absolument que les Zerglings fassent des dégâts, que les Baneling fassent les dégâts aux Marines. Et ça ici, ça a été détecté, ça va être dénaillé tout de suite. Aucun moyen que les Zerglings puissent arriver à temps pour protéger, pour aider ça. Il va vraiment attendre juste le dernier moment. Et non, il décide d'essayer de venir sauver ça avec ses Zerglings. Est-ce qu'il va y arriver? Oui! Oui, pardon, je pensais que c'était complètement perdu. Et, non, il voulait sauver son petit drone qui est quand même mort. Malheureusement. Alors, on a vu qu'il y a quand même beaucoup de Marines de ce côté-ci. Je suis curieux de savoir, on va inspecter un petit peu le play du terrain. Ah, bon, parlant de wall-in, le Zerg s'est fait un petit wall-in à la Zerg. Le Terran s'est fait un gros wall-in à la Terran. Et donc, ça ici, c'est ce qui est intéressant de ce wall-in-là. C'est simplement que les supply depots, et bien, regardez ça, on peut marcher dessus lorsqu'on les baisse. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est en baisser un ou deux lorsque tu veux sortir, et tu le remontes après. Quelque chose qu'aucune autre race que les Terran peuvent faire. Et c'est pour ça que les Terran sont meilleurs en fait en défense, sont très forts défensivement parlant. Et beaucoup de Baneling par ici, ça pourrait faire très mal là-dedans. Mais les tanks vont commencer à sortir et là, ça veut dire que le Zerg player va commencer à avoir un petit peu plus de difficulté à attaquer, à mettre de la pression à son ennemi. Et oh, le Terran player décide donc d'y aller pour la troisième base. Et où c'est que ça s'en va cette game là? Oui, j'adore ça, voir ça ici sur le côté, les Infestors en production. Alors bonjour les Infestors, j'ai hâte de vous voir et j'ai hâte de voir s'ils vont réussir à faire leur fungal qu'ils ont besoin de faire. Parce que les Zerglings doivent avoir le surround. Les Baneling doivent se rendre aussi à leur ennemi,
à la force Terran. Regardez ça, le split. Dès qu'il a vu un petit peu de Zergling, il a décidé de faire un split sur ses unités. Et les Zerglings, ça pointe, les unités sont bien splittées. Et un Fungal ici, les Banelings vont définitivement arriver à se rendre. Les Zerglings font beaucoup de dégâts. En même temps d'arriver par la rampe sur le côté, ils font... L'armée du Terran s'est fait complètement avoir et là-dedans, il n'y a que quelques petits Marines qui arrivent à s'en sortir et là, le Zergling est complètement motivé, il va se dépêcher de bien venir voir ici, je pense, s'il n'y a pas quelque chose à démolir et peut-être bien qu'avec des Banelings, ce serait bon de faire un Baneling Burst et puis rentrer là-dedans exactement un paquet de Banelings en production pendant que les Zerglings vont venir voir qu'est-ce qu'il se passe ici. Mais un Planetary Fortress est en chemin, j'ai pas l'impression que les Zerglings vont réussir à tout démolir ça. Et non, définitivement pas. Et là, les Planetary Fortress, ça vous prend quelque chose de plus puissant que des Zerglings pour réussir à passer au travers de ça. Parce que les Planetary Fortress font littéralement fondre les Zerglings. Et ça prendrait quelque chose comme des Roach, voire même des Ultralisks, ou bien simplement de l'aérien. De l'aérien, parce que la Planetary Fortress ne tire pas dans les airs. Et là, je me demande quelle va être la décision du Zerg player. Décide d'engager. Il veut simplement démolir le plus de SCV possible. Et quoi, les Banelings? Il a tout envoyé les Banelings sur ça ici. Les Fungal ont été utilisés sur les SCV, mais les SCV arrivent quand même à rester en vie. Wow, très surpris de voir que le Zerg player a voulu utiliser toutes ces Banelings contre une Planetary Fortress, parce qu'une Planetary Fortress, c'est comme un Command Center. Je sais pas si ça a vraiment valu la peine. Mettons qu'on regarde un petit peu les units lost. Eh bien, voyez-vous, le Terran player est grandement en avantage. Près de 2000 de ressources en avantage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Terran player va simplement pouvoir continuer à mettre de la pression très facilement. Regardez ça, ça s'en vient par ici. Et là, beaucoup de Banelings encore une fois. Les tanks se mettent en position. Et il va simplement essayer d'en attirer le plus possible dans le range des tanks. Encore en faisant son split avec ses unités. Pardon? Ah non, sérieusement, c'est là qu'on voit que le contrôle des unités est très important dans StarCraft 2. C'est pas juste de prendre nos armées et puis de se rentrer dedans. Et là, je remarque... Non, pas sérieux. Ça sonnait bizarre, mais... Oui, les Ultralisks vont être en jeu dans pas trop long. Comme je vous dis, c'est pas nécessairement la première fois que Stefano fait ça. On l'a vu faire ça dans plusieurs games. Remarquez la position des tanks. Il est simplement positionné ici. Il veut simplement attaquer. Il peut être sûr de ne pas se faire rentrer dans le cul. Parce que les Zergs sont bons pour justement rentrer dans le cul du monde. Aller attaquer l'armée à un endroit où elle est plus faible. Mais là, je ne vois pas nécessairement de faiblesse dans cette armée. Parce que les Zerglings fondent littéralement. On va regarder ça ensemble. Est-ce qu'un tank qui a 1 d'attaque peut tuer un paquet de Zerglings en un coup? On a vu ça dans l'autre game, mais l'autre game, le tank avait 2 d'attaque. Alors, 38 de dommages que les tanks font, contre 35 points de vie, mais réduit de 2. Alors laissez-moi refaire mon petit calcul mathématique. Alors, 38 contre 30... Combien? 35. Alors oui, les tanks devraient, si mes calculs sont exacts, réussir à tuer un paquet de Zerglings one shot en un seul coup. Un tank devrait réussir à tout démolir ça. Alors Apollo a quitté la game d'Apollo. Pourquoi? Pourtant c'est une game très intéressante. Et là, si je ne vous fais pas porter attention à ça nécessairement pendant la game. Pendant que les joueurs jouent, je veux simplement avoir le plus d'action possible pour savoir exactement qu'est-ce qu'il se passe. Mais je tiens à vous préciser que les Zerglings arrêtent pas de courir à gauche et à droite et de venir voir ici constamment s'il y a une base qui s'est produite ici. Et regardez ça ici, c'est de ça que je vous parlais. Non, vous voulez pas attaquer ça avec des Zerglings. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu, les tanks démolissent un paquet de Zerglings à chaque fois. Alors, il faut pogner le bon timing. Il faut réussir à apercevoir lorsque les tanks vont être on-CJ. C'est maintenant les Ultralisks qui sont en jeu. J'avais même pas remarqué. Et là, les Ultralisks, eux autres, vont pouvoir engager le combat et se manger beaucoup de coups de canon des tanks. Et là, l'armée du Terran semble beaucoup moins terrifiante que tantôt, mais il y a encore des tanks qui traînent un peu par ici avec des Marines qui chill, pendant que le Terran player se fait complètement ramasser. Et là, les Fungals sont même utilisés sur les Medivacs. On veut absolument plus qu'il y ait quoi que ce soit de la part du Terran player. Alors le Zerg s'est fait dénailler une base ici, mais il s'en était refait une ici. Il était prêt. Et le Terran player, encore sur 2 bases,
Va-t-il réussir à retenir toute cette force, toutes ces ultralisques? En fait, les ultralisques commencent cet ultralisque-là ici a quasiment autant de vie qu'un Zergling en ce moment. En fait, il en a juste un petit peu plus. Et ce que je suis curieux de savoir, c'est... Oui, il l'a fait... Waouh, je recommence. Je suis curieux de savoir, et oui, il l'a fait. J'ai même pas le temps de poser la question, et puis je me réponds tout seul. Alors, ce que je voulais savoir, c'était si le Zerg Player avait fait l'upgrade dans l'Ultralisque Cavern qui donne plus 2 d'armure à tes Ultralisques. Alors, oui, la réponse était évidemment oui, comme je l'ai dit. Et là, si le Terran Player veut réussir à survivre là-dedans, ça va définitivement lui prendre les upgrades. Il est encore à un seul d'upgrade sur ses tanks, mais ses Marines sont à 2, ce qui va largement aider contre ce paquet de Zerglings. Et puis là, s'il utilise du Step Micro, en fait, à ce point-là ici, pardon, à ce point ici, ça va être du Steam Micro. S'il utilise le Steam Micro comme du monde, et il va réussir à s'en sortir. L'affaire, c'est que les Infestors sont bons pour quelque chose, et c'est bien empêcher les Marines de faire du Steam Micro. Et là, ça s'en vient. Beaucoup de Banelings ont frappé ici, ça fait beaucoup de dégâts. Et là, les tanks font vraiment tout ce qu'ils ont à faire. Toute l'armée du Zerg a complètement fondu. En fait, pas toute, puisqu'il y en a une bonne partie dans l'économie ici. Mais pendant ce temps-là, les Banelings font encore une fois tous leurs dégâts. Les Infestors arrivent sur le côté pendant que les tanks ne sont pas CJ, mais ils sont simplement morts. Les tanks ne sont pas CJ, ce serait le moment là d'aller attaquer et de faire le plus de dégâts possible à tous ces tanks. Mais est-ce qu'il va réussir? Non, j'ai pas l'impression. Malgré le fait que les Ultralisques mangent beaucoup de dégâts, ça n'a pas été assez. Et les tanks vont peut-être bien décider de se re-CJ bientôt. Et puis là, c'est maintenant que je regarde les units lost et que je constate que le Terran Player est maintenant environ à 4000 de ressources en avantage sur le Zerg Player. Mais en même temps, faut pas juste se fier à ça. On va regarder aussi ici les Workers Killed. Alors, le Zerg Player a tué 38 workers au Terran Player. Et c'est encore une fois, whoop, là, mauvais piton. C'est encore ça qui fait qu'il est capable de rester dans la game. Alors, et voilà, je vais vous enlever ça, qu'on regarde ça comme ça. Et voilà, everyone, on regarde ce que tout le monde voit. Et les Zerglings vont peut-être bien réussir à faire un run-by ici, réussir à tuer encore plus de tanks. Et regardez-moi ça, les tanks, les Marines qui sont complètement overestimés, vont simplement mourir en quelques coups. Le Fungal s'est abattu sur eux, il n'avait aucune chance de s'en sortir. Mais là, qu'est-ce que le Terran Player peut faire? Ah oui, en fait, je continue un peu ce que je disais de ce côté-ci. Alors, le Terran Player, malgré le fait qu'il est en avantage dans ses ressources, n'a pas réussi à récolter autant de ressources que le Zerg Player, et ça c'est clair, puisque le Zerg Player est sur 3-4 bases depuis maintenant, ça fait un bout en fait, tandis que lui était seulement sur 2 bases, il vient tout juste de se reprendre sa base ici, avec une Planetary Fortress. Les petits Zerglings qu'il a, à moins qu'ils se transforment en Baneling, n'arriveront pas à faire assez de dégâts à cette Planetary Fortress là, mais en même temps, il y a une armée qui s'en vient sur la 4e base du Zerg Player, et là, l'armée, elle ressemble à quoi? Il y a seulement qu'un Ultralisque en jeu. Et là, les drones essayant de réparer leur hatchery. Non, les drones, vous n'êtes pas des civils. Regardez-moi ça fondre, même lorsqu'ils sont rendus à l'autre bout, ils meurent. Et ça, c'est ce qu'on appelle des tanks. Des tanks qui sont l'unité qui a le plus long range du jeu. Alors, il y a une raison à ça. Par contre, dans l'expansion qui s'en vient, qui n'est pas encore sortie, savez-vous quoi? Je vais vous dire quelque chose de plutôt drôle. Ce ne sera même plus les Terrans qui vont avoir l'unité qui a le plus long range du jeu. Ça va être les Protoss. Ça va être une unité aérienne qui va tirer... en fait, je ne sais pas si ça a été patché, il va falloir que je recheck ça. Mais en fait, la dernière fois que j'avais checké, l'unité avait un upgrade qu'elle pouvait faire qui la faisait tirer jusqu'à 22 de range. Alors ça, on regarde un tank, qui est l'unité en ce moment, je vous rappelle, qui tire le plus loin. Le tank a 7 de range lorsqu'il est comme ça, mais il en a quelque chose comme... faudrait que je trouve un tank CJ. Tank CJ, please. Mais là, moi, je suis en train de manquer un petit peu d'action. J'ai vu, non, pas nécessairement, juste du mouvement dans la map, mais pas d'action. Les deux armées vont peut-être bien réussir à se rencontrer ici. Ça va être une des batailles finales, et puis je regarderai pendant ce combat combien de range exactement un tank a. Et là, je remarque le tank, le Terran Player a maintenant son 2
d'attaque sur les tanks. Alors si vous vous demandez exactement pourquoi est-ce qu'il ne va pas chercher l'armure pour ces tanks, en fait, c'est que c'est pas nécessairement nécessaire, puisque c'est surtout les Marines qui vont encaisser les dégâts des Banelings, des Zerglings et des Ultralisks en front principal. Et bon, ok, on va le savoir maintenant. Alors, combien? 13 de range. 13 de range, et puis c'est l'unité qui tire le plus loin en ce moment dans le jeu. Et puis là, il va en avoir une qui va tirer de 22, mais je pense que ça a été patché. Je pense que c'était bien trop ridicule. Ils ont simplement abaissé ça. Les Queens qui veulent faire leur part au combat. Vous voyez comment que les Queens encaissent bien les dégâts. Et pendant ce temps-là, l'armée du Zerg est rendue ici. Mais le Terran a tout vu ça aller. C'est clair. Il va peut-être bien simplement profiter de l'occasion pour venir dénailler la base sur le côté ici. Encore une fois, combien de bases du Zerg sont tombés dans cette game, j'en ai aucune idée, mais c'est vraiment ça qui fait que le Terran player arrive à se garder dans la game malgré le fait qu'il était derrière pendant tout ce... Oh, le Fungal! Avez-vous vu ça? Toutes ces Marines se sont fait complètement annihiler grâce au Fungal! Oh, les Infestors sont tellement puissants, mais il faut agir en conséquence aussi. Et là, l'armée va essayer de monter dans la rampe ici. Je pense pas qu'elle va réussir à grimper, puisque le Supply Depot est monté. Mais il y a beaucoup de Infested Terran qui ont été droppés par ici. Et là, les tanks commencent... Le nombre de tanks commence à être très épeurant. Ça prendrait peut-être bien quelque chose d'autre de la part du Zerg player qui est en train de faire du long distance mining sur le côté ici, alors qu'il s'est fait dénailler sa base là. Ça ne semble pas aller très bien pour le Zerg player qui est maintenant rendu à seulement que 300, en fait ça varie beaucoup, 300 à 100. Ah, coudonc, ça arrête pas de changer. En fait, tout pour dire que la situation dans laquelle le Zerg est en ce moment n'est pas du tout une bonne situation. Et s'il n'arrive pas à sécuriser cette base-là et à la garder, il va être, ça va très mal aller son affaire. Mettons que je regarde maintenant les Units Lost et que je vous sors le tableau. C'est toujours le fun de voir comment que les Terran tuent de Zerg dans une game. Dans la dernière game, c'était quelque chose de quand même assez absurde. C'était 700 kills à 200. Et dans cette game-ci, c'est un petit peu moins ridicule, mais quand même, 500 quelques kills, c'est pas à négliger, là. Alors la hatchery vient tout juste de sortir, et puis c'est là que le Terran arrive. Voyez-vous le timing, à quoi ça ressemble? Et là, ça va tomber. C'est clair que ça résistera pas. Pendant ce temps-là, il essaie maintenant de retourner chercher une base ici, mais est-ce que ça va... Mais il n'y a plus rien, en fait, pour protéger la base ici. Toute l'armée du Zerg player est ici, en fait. C'est tout ce qu'il peut rester d'une armée. Ce sont quelques Ultralisks. Et ils ont réussi. Ah, que j'adore ça, voir des Planetary Fortress tomber. J'ai tellement sué contre ça. Et quoi? Quoi? Des SCV qui se cachent dans le coin. Et puis les Ultralisks ne comprenaient plus rien. Ils ont donc décidé de revenir défendre leur maison. Mais là, les tanks sont encore... Avez-vous vu le nombre de tanks? Il n'y a rien il n'y a rien qui est ground unit qui va réussir à passer au travers de ça. Même pas les ultralisks. Il n'y a absolument rien que le Zerg player peut faire à part s'il se sort de l'aérien. Regardez les ultralisks tomber. C'est complètement ridicule. Mais ça, c'est un bon play par contre. Décider de dropper les œufs, les Infested Terran là. Mais ça n'a pas fonctionné. Et puis là, par contre, il n'y a plus rien que le Zerg player peut faire pour survivre. Alors, c'est une position très délicate dans laquelle il s'est positionné, Stefano, parce que s'il attaquait, le Terran player, tout ce qu'il avait à faire, c'était lever ses bâtiments et puis attendre, puisqu'il n'avait absolument rien pour tirer dans les airs. Alors là, Stefano a donc perdu la game, et voilà. Alors, c'était une très belle partie quand même. Alors là, je vous rappelle que c'était un best of 7. Alors, puisque le Terran player est rendu avec 4 wins et qu'il ne restait que 2 games, alors que son adversaire en avait seulement que 1 win, il n'y avait aucune façon que Stefano puisse remporter le tournoi. Alors, le tournoi s'est donc terminé ici, mais c'est pas trop grave pour Stefano. Stefano, lorsqu'il joue à StarCraft 2, je vous annonce que son but est de se faire le plus d'argent possible. Et il ne quitte définitivement pas les mains vides. Aujourd'hui, il quitte avec 6000$ dans les poches, alors que TSL Plot s'en fait 10 000. Alors 10 000$ contre 6 000$, c'est quand
quand même positif, je vous dirais. Peut-être bien qu'il n'a pas réussi à remporter le jackpot dans ce tournoi-ci, mais je vous annonce que Stefano est un très très grand joueur et c'est même un des joueurs, en fait le joueur Former, comme on dit, dans StarCraft 2, Former veut dire pas coréen, qui a gagné le plus d'argent dans StarCraft 2. Alors, il s'en est quand même fait jusqu'ici, je crois, 200 000 $. Et ça, c'est juste en gagnant des tournois. Ce n'est pas son salaire que Mile, l'équipe, lui fournit. Alors que, enfin, c'est pas mal ça. Je vais vous laisser là-dessus. Alors, TSL Plot, un joueur Terran à ne pas oublier, réussit à abattre le Zerg player, un des Zerg players, en fait, mon Zerg player préféré, lui et Violet, ce sont deux Zerg players que j'adore. En fait, j'ai jamais casté de game de Violet et je pense que ça va être là-dessus que je vais m'aligner. Je vais essayer de trouver des belles parties de Violet et vous montrer ce joueur, vous le présenter en tant que Zerg player. Et sur ce, moi, je décolle!